Allez, on y va, présentation. Bonjour, Philippe Saint-André, 52 ans, 69 sélections. J'ai participé à la Coupe du Monde 1991, 1995 et après 2015. Mais bon, vous avez bien compris, 2015, c'était pas en tant que joueur, voilà, c'était en tant que sélectionneur. Pour une Coupe du Monde, j'ai envie de dire que c'est le Graal maintenant d'un joueur de rugby, représenter ton pays, ton maillot, une identité sur une compétition mondiale. Avant, j'ai envie de dire que c'était le tournoi des 5 et 6 nations. Maintenant, voilà, participer à une Coupe du Monde, représenter ton pays dans ton sport, c'est quelque chose d'unique, d'exceptionnel. En plus, c'est tous les 4 ans, donc si tu as la chance d'en faire déjà une, c'est exceptionnel. Bon, il y en a qui en ont fait beaucoup, mais bon, je crois que c'est quelque chose de particulier dans ta carrière de sportif de haut niveau. Bien sûr, heureusement qu'on est fiers d'y participer. Après, bon, on attend toujours un titre mondial du côté du rugby français, mais bon, que ça soit en tant que joueur ou dans le staff, etc., c'est une fierté de représenter voilà, ton sport, ton pays dans une compétition mondiale. Bon, je pense qu'on est, enfin pour ma part, on est patriote tout le temps. Quand tu joues pour ton pays, bien sûr tu es fier d'appartenir à la France, tu es fier d'appartenir au rugby français, tu as le coq sur la poitrine, voilà, tu joues pour toi bien sûr, mais tu joues pour tout un peuple, pour des amoureux de rugby. En plus, ce qui est différent pour la Coupe du Monde, c'est qu'il y a une population qui ne s'intéresse pas automatiquement au rugby durant toute l'année, mais tous les 4 ans, voilà, on suit actuellement la Coupe du Monde de foot féminine parce que c'est une Coupe du Monde. Et le rugby, c'est pareil, j'ai envie de dire que tu rentres dans le ménage de tout le monde parce que tout le monde suit l'équipe nationale qui participe à une Coupe du Monde, et en plus au rugby où on est dans un sport de combat collectif, bien sûr qu'il y a une identification à cette équipe. Pour être honnête, moi je l'ai vécu très bien. J'étais jeune, c'était ma première Coupe du Monde, 24 ans. J'étais en compétition avec des joueurs à l'aile, au poste de 3/4 aile exceptionnels, Jean-Baptiste Lafont, Patrice Lagisquet. Et moi, jeune, participer à cette Coupe du Monde. En plus, j'ai eu la chance d'être titulaire à tous les matchs. Alors après, bien sûr, match de poule, ça se passe assez bien. Et c'est ce quart de finale à domicile au Parc des Princes où il y a une défaite contre l'Angleterre. Mais bon, pour moi, j'avais les yeux émerveillés. Je jouais avec des joueurs, avec des Blanco, des Ménel, des Philippe Sella, des Eric Champ, des Ondars, des mecs que j'ai badés quand j'étais jeune. Et là, je jouais avec eux, je participais à cette Coupe du Monde. Alors après, bien sûr, il y a la frustration de cette défaite à domicile au Parc des Princes contre les Anglais de Will Carling. Mais pour moi, ça a été un plaisir, un bonheur incroyable avec aussi mes potes. Il y avait le début d'une nouvelle génération, Olivier Roumat, Laurent Cabane, où on arrivait sur la pointe des pieds. Où j'avais quelque chose, c'est que pour moi, la Coupe du Monde, comme elle se faisait dans les pays anglo-saxons et aussi en France, donc la poule était en France à l'époque, et ça se fait toujours, il y avait la carte postale avec le coq en costume, etc. Et moi, je n'avais pas envoyé les cartes parce que pour moi, je voulais les envoyer en demi-finale quand on allait jouer à Twickenham. Et puis, on perd au Parc des Princes, et le samedi, il y a la réception et le dimanche, voilà, on est en vacances, et moi, j'avais toutes mes cartes postales à envoyer aux amis, aux potes, etc. Et pour moi, je n'avais jamais envisagé que ça pouvait s'arrêter en France. Et c'est vrai que tu t'aperçois tout d'un coup que tu participes à un événement majeur, et puis tout d'un coup, voilà, le jouet est fini.
Après voilà, après tu es jeune, tu pars une semaine en vacances et puis tu retournes dans ton club et tu reprends du plaisir à jouer avec tes partenaires, avec tes coéquipiers de ton club. Et puis après tu essayes d'être bon sur le terrain pour d'abord pour être productif pour ton club et puis pour espérer revenir en équipe de France les années d'après. Après sincèrement voilà, 95 c'était parce que 91 j'étais très jeune et donc j'ai joué avec une génération de joueurs. J'ai envie de dire que 95 c'était ma génération. On avait eu la chance de gagner sur tous les terrains du monde. On avait gagné en Afrique du Sud, on avait gagné la série de tests en Nouvelle-Zélande en 94. On avait un entraîneur, Pierre Berbizier, avec qui j'avais joué aussi, parce que son dernier match a été Angleterre-France en 91 dans le 5 Nations. Et j'ai envie de dire, nous, c'était une génération où on avait un paquet d'avant de monstres. À l'époque, la musculation n'existait pas trop, mais heureusement, parce que déjà le paquet faisait une tonne. Califano, Gonzalez, Rouma, Merle, Benazi, Cessillon. Bon, j'ai envie de dire, à part Armari ou Laurent Benezèche à pilier gauche et Laurent Cabane qui était le lien entre les trois quarts et les avants, les autres c'était déjà des monstres. Et donc on avait un paquet d'avant exceptionnel. Et j'ai envie de dire qu'on voyageait sur tous les terrains du monde et on allait en Coupe du Monde en Afrique du Sud pour être champion du monde. On n'y allait pas pour échanger des cravates. Ouais, disons que d'abord on avait fait une grosse préparation dans les Pyrénées. Où je me souviens, voilà, on avait fait des choses déjà atypiques où ils nous avaient poussés dans nos derniers retranchements déjà physiquement et mentalement. Mais bon, ça a resserré un groupe qui était déjà serré parce que voilà, on avait à l'époque les tournées, c'était pas 15 jours, on partait, que ce soit en Argentine, en Nouvelle-Zélande ou en Afrique du Sud, c'est des tournées de 5, 6, 7 semaines, donc tu connaissais les mecs par cœur. Mais c'est vrai que là on avait une préparation difficile, compliquée. Et alors après sur les crânes rasés, c'est marrant parce qu'à l'époque c'était la 3e Coupe du Monde, donc le rugby n'avait pas l'effervescence qu'elle a maintenant. Donc les médias avaient fait les photos des joueurs, des équipes en France. Puis il y avait très peu de médias au départ en Afrique du Sud. Et comme nous, voilà, on s'entraînait dans une prison près de Pretoria. On était dans un hôtel qui était sympa, mais en dehors de tout. Les journées étaient longues, à part les entraînements et les parties de cartes et l'osmose qu'il pouvait avoir avec ce groupe qui était exceptionnel. Et donc on avait décidé, les trois quarts, de se raser la tête. Comme ça, les photos qui avaient été prises en France n'étaient plus bonnes. Bon, à part Philippe Sella, qui était l'ancien, qui était notre mentor et qui était sûrement le meilleur joueur au monde, on lui avait laissé un petit centimètre, mais sinon, voilà, on s'était tous rasé la tête. Bon, c'était un moment de... On a ri, je me souviens de Yann Delay rasé. C'était à voir, sincèrement, c'était à voir. Guy Koseberi, Aubin Weber, William Téchouer, voilà, Thierry Lacroix, Émile Ntamax, Jean-Luc Sadourny, moi. On s'était rasé, on s'était laissé aussi un peu pousser la moustache, le bouc et tout, mais bon, c'était marrant. Et étonnamment, on avait fait ça et 2-3 jours après, il y a une dizaine de journalistes, de photographes qui arrivent parce que voilà, les gens, ce qu'ils voyaient à la télé, c'était plus, les photos étaient plus adéquates avec la cabine qu'on avait sur le terrain. Mais bon, pareil, ça a été des moments exceptionnels de plaisir, de travail, bien sûr, parce que Pierre Berbizier était il était intransigeant. Mais bon, il y avait une camaraderie, on va dire, il y avait un vrai groupe, on prenait un plaisir fou. Après, il faut aussi savoir que c'était la dernière Coupe du Monde non professionnelle, donc on avait tous des jobs à côté. Donc automatiquement, c'était une aventure pour nous qui était fantastique et on croquait dedans sans retenue. Voilà,
Toutes les minutes, c'était un plaisir exceptionnel. Oh, je me souviens plus, mais je pense qu'il devait avoir des avants, des gros. Je sais pas si Califano vous avez pas tondu un petit peu, ouais. Olivier Merle sûrement aussi. Mais bon, c'était. Les avants n'avaient pas voulu le faire, mais bon, les trois quarts, on est toujours un petit peu différents. Voilà. Les avants, à l'époque, gagnaient l'argent, nous on le dépensait. Donc à partir de ce moment-là, je pense que je me souviens plus parce que c'est il y a quelques années, mais je pense que les gros ont dû nous raser. Ouais. Bah oui, tu vois l'importance de la politique. Moi en plus, voilà, j'étais capitaine, donc j'ai eu la chance de rencontrer Nelson Mandela. Il y avait la photo avec tous les capitaines. Et tu t'aperçois que voilà que le pays a des problèmes, raciaux, a des problèmes voilà, d'apartheid, des problèmes entre les tribus, les blancs, les noirs. Et c'est vrai que cette Coupe du Monde, en plus en Afrique du Sud, et tu sentais voilà, une communion, tu sentais que le pays était en train de se réunifier, et tu sentais un poids. Après, nous on était là pour jouer, pour se préparer, pour gagner la Coupe du Monde, donc c'est plus après réflexion, après avoir vu les médias, vu les journaux, etc., tu as senti ce poids politique quand Nelson Mandela arrive avec le maillot du capitaine François Pinard. Donc tu sentais vraiment qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Et puis tu l'as ressenti après la finale de la Coupe du Monde, où on était sur le terrain, bien sûr, dans les tribunes. Même si c'était dur pour nous parce qu'on aurait préféré être sur le terrain. Et puis tu as senti le soir une communion incroyable. Et là, il y avait plus de tabou, il n'y avait plus de couleur de peau. Il y avait un pays qui était uni sur ce moment-là, parce que des problèmes et certains problèmes sont toujours présents. Bah, disons que c'est sûr que tu as pu voir cette joie, etc. Mais bon, quand tu refais cette demi-finale contre l'Afrique du Sud, dans des conditions climatiques terribles, 3 fois on est prêt à rentrer sur le terrain, 3 fois l'arbitre nous dit non, pour l'instant c'est pas praticable. Qu'il y avait, hélas, pas d'arbitrage vidéo, sinon le résultat aurait été sûrement différent. Mais bon, après, sincèrement, je me souviens, on était dans l'ambu pour voir ce match Afrique du Sud-Nouvelle-Zélande, et il y avait beaucoup de joueurs français qui pleuraient au moment des hymnes, parce que voilà, on savait que nous, notre jouet était cassé, on savait que c'était une génération où on en est pas mal, on n'allait pas faire la Coupe du Monde 2019, et sincèrement, voilà, ça a été dur à avaler, dur à l'assimiler, tout en sachant que c'est que du sport, voilà, et que un aspect d'un pays, d'un pays en liesse, c'est toujours bien, mais sincèrement, en tant que joueur, en tant que capitaine, j'aurais préféré être champion du monde que de voir cette liesse du pays qui était magnifique, qui était exceptionnelle, qui était fantastique. Mais quand tu es un compétiteur et que tu te prépares pendant 4 ans pour une Coupe du Monde, d'avoir la médaille de bronze, tu ne peux pas t'en contenter. Oui, ben on a tous les capitaines des équipes de la Coupe du Monde avaient été contactés par Parker et par les personnes qui travaillaient pour eux, pour peut-être créer une ligue professionnelle. Donc bien sûr que j'ai été contacté. Après, sincèrement, on n'a pas été pollué pendant la Coupe du Monde, parce qu'on avait vu une personne en Afrique du Sud, et si je me souviens bien, il y avait Franck Ménel aussi, peut-être Olivier Brouzet. Et on avait dit que de toute façon, on ne voulait pas en parler pendant la compétition, et qu'on ferait une réunion au retour. Donc la réunion, elle a été faite à Orly, à la fin de la Coupe du Monde.
au retour en France, mais sincèrement, quand on était dans la préparation, dans la compétition, on pensait qu'il y a une chose, voilà, c'est à aller le plus loin possible, à gagner, à être performant, à s'entraîner, à être précis, à bien vivre ensemble, à moi en tant que capitaine, à gérer enfin, la vie de groupe, parce que le bien vivre est important entre ceux qui jouent, ceux qui étaient remplaçants, ceux qui n'avaient pas de temps de jeu. Donc sincèrement, on était dans une démarche qui était sur la Coupe du Monde et non pas sur le projet Parker qui est, on va dire, qui est arrivé dans l'été après la Coupe du Monde. Disons que tu t'apercevais que le rugby était en train d'évoluer. Déjà, le physique avait changé en 91. Tu voyais encore des petits gros bien grassouillés, pas trop affûtés, etc. Et puis là, en 95, déjà, il y avait ce repas en début de compétition où toutes les équipes mangeaient ensemble, etc. Et là, tu te dis, là, les mecs sont prêts, les mecs se sont préparés. Il y a encore des grands, des petits, des vélos, mais tu sentais que déjà tu changeais de dimension. Et donc 87, 91, 95, les Coupes du Monde prenaient de plus en plus d'importance. L'aspect médiatique était plus grand. Jonah Lomu aussi en 95, peut-être cet ailier surpuissant qui a été la première star, on va dire, du rugby mondial, et tu t'apercevais que, voilà, qu'il y avait de plus en plus d'intérêt, des télés, des médias, de sponsors, et que automatiquement, à un moment donné, le rugby allait passer professionnel. Sincèrement, bon, après tu vis difficilement voilà, la fermeture du Parc des Princes contre l'Afrique du Sud. On les avait gagnés en 93, match nul et gagné chez eux. On les avait gagnés aussi chez nous, je ne me souviens plus, en 94 peut-être, au mois de novembre. Et là, en 95, donc le rugby passe professionnel dans le monde entier, mais en France, on décide de rester amateur. Et 2 ans après, tu joues les mecs, mais c'est plus les mêmes. Hein. Ils sont différents, hein. C'est des Golgoths. Alors je ne sais pas à quoi ils tournaient, mais... Et donc on fait un premier test à Lyon où on perd de peu de points, mais ça avait été déjà dur, âpre. La semaine d'après, on n'avait pas récupéré. Là, on en prend 50 pour fermer le Parc des Princes, qui avait été notre jardin pendant une dizaine d'années. Donc automatiquement, c'est difficile. En plus, moi, je me déchire le quadriceps, je crois, sur 15 cm ce match-là. Mais après Jo Mazo, moi, m'appelle pour le tournoi de 2016, mais bon, je joue en Angleterre, je ne suis pas à 100% à cause de mon problème physique du quadriceps, et je lui dis, Jo, merci, mais pour moi, c'est fini, le livre est fermé, je ne peux plus être à 100%, et ils repartent avec une nouvelle aventure avec Raphaël Ibanez, capitaine, et en plus, ils font l'ouverture du Stade de France, et ils font le Grand Chelem cette année-là. Et puis après, la Coupe du Monde 99, je l'ai vécu comme un ancien joueur qui vibre, qui est derrière l'équipe de France, qui est patriotique, qui a envie que cette équipe de France prenne du plaisir, donne du plaisir, nous donne du plaisir aux supporters, aux amoureux du rugby. Et sur ce que j'avais vu, pareil, un début difficile, des matchs de poule difficiles. Je me souviens un match de poule à Toulouse compliqué, et puis tout d'un coup un déclic, et puis ils font une très très belle Coupe du Monde en perdant en finale. Un discours qui m'a marqué en Coupe du Monde, il y en a beaucoup, mais je dirais le discours d'Éric Champ sur le terrain en 91 à Grenoble, France-Fidji à la mi-temps à l'époque. Comme le rugby n'était pas amateur, et le rugby était toujours amateur, il n'y avait pas besoin de 15 minutes à la mi-temps pour voir des publicités. Donc on restait sur le terrain, on mangeait une orange, un citron et on buvait un verre d'eau. Et les entraîneurs, donc à l'époque c'était Jean Triot et Daniel Dubroca qui parlent, Serge Blanco qui était le capitaine, et puis Éric Champ qui avait fait un petit speech, on va dire, à la toulonnaise sur le terrain à Grenoble. Quand je le revois, on en parle. Bon.
Je ne le dirai pas devant les caméras parce que c'était correct, c'était... voilà. C'est des mots que je ne peux pas dire devant la télé. Ah, souvenir rigolo, j'en ai tellement, mais je me souviens que Califano avait mis 2 bananes dans les chaussures, dans les 52 d'Olivier Merle, la veille d'un match. Et, il faisait du 52, Olivier Merle. Donc, vous comprenez pourquoi on l'appelait l'homme et demi. Et puis Olivier, il met les pieds dans cette chaussure, il écrase les 2 bananes. Et c'était le galop du capitaine avant un match. Et là, il était fou, il voulait tuer un mec. Et donc, comme j'étais le capitaine, comme on jouait ensemble à Clermont, il a fallu... j'ai fait tout l'échauffement avec lui pour le raisonner et tout. Il voulait à tout prix qu'on donne la personne qui avait fait ça. Mais bon, c'était compliqué parce que le lendemain, il poussait derrière lui. Donc, on a attendu quelques jours avant de lui dire. J'aurais envie de te dire oui. Mais bon, vu la Coupe du Monde qu'on a fait en 2015, je vais pas te donner de... J'ai pas de leçon à donner à aucune personne. La seule chose, c'est que bon, ces sensations de préparation, de jouer un match, de représenter ton pays, etc., tu l'as vécu. Donc c'est peut-être sur ce retour d'expérience, tu peux expliquer les choses aux joueurs. Après l'évolution du rugby est telle que j'ai envie de dire que chaque Coupe du Monde sont différentes. Et puis bon, moi, la période était différente. La fédération ne parlait pas à la ligne. On avait du mal à accéder au club, dans certains clubs. Donc c'était une période qui était un petit peu délicate. Après, bon, on a quand même passé de très bons moments avec des mecs bien. On a tout fait pour essayer de récupérer notre retard durant la préparation. Mais bon, après, voilà, on est allé en quart de finale et puis contre les All Blacks, on n'a pas été invité. Et quand tu es sélectionneur, quand tu es la tête de gondole et que ça se finit comme ça, et ben voilà, tu assumes, t'en prends plein la gueule. Tu essayes après de penser à tes proches, à ta famille, à tes enfants, pour essayer de les préserver de la connerie humaine. Et puis voilà, et puis tu assumes, et puis tu essayes de repartir, de rebondir. Voilà, j'ai envie de dire, voilà. L'échec, ce n'est pas de perdre, c'est de ne pas relever la tête et de ne pas sortir d'une période difficile. Mais bien sûr que tu es marqué, bien sûr que ça a été mon pire cauchemar, mais bien sûr. Alors après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça a été comme ça. Après, le match contre l'Irlande, le dernier match de poule, on a laissé beaucoup de plumes, nous comme les Irlandais. Et puis après, bon, les All Blacks, de toute façon, les All Blacks restent actuellement la meilleure équipe du monde. Et à un moment donné, quand on a lâché, quand tu as 10-15 points d'écart, après ils tentent des choses incroyables, ils réussissent tout. Mais bien sûr que quand tu te prépares pendant 4 ans pour une Coupe du Monde et que tu finis par prendre 50 points d'écart sur des phases finales, sur un quart de finale de Coupe du Monde, ça peut être qu'une période délicate, difficile, mais bon, je ne pourrais pas revenir dessus. Donc après, à un moment donné, voilà, je vis avec et puis bon, c'est que du sport. La vie reste belle, le rugby reste un sport magnifique. Et voilà, et je souhaite plein de bonnes choses à l'équipe de France pour cette Coupe du Monde et pour celle en France en 2023. Bien sûr que ça sera, et ça allait bien sûr le gros point noir de ma carrière, mais bon, j'ai eu tellement de choses exceptionnelles en tant que joueur, en tant qu'entraîneur aussi, mais bon après, voilà, tu te prépares pour un quart de finale de Coupe du Monde, puis tout s'enchaîne, Frédéric Michalak qui se blesse, Morgan Parra qui loupe une pénalité assez facile, dans un temps fort en fin de première mi-temps, on est après de la ligne, Louis Picamol prend un carton jaune, donc, et puis après voilà,
Après, c'est une débâcle, tu lâches, les All Blacks réussissent tout ce qu'ils ont à faire. Et puis voilà, tu prends dans la gueule ce résultat-là. Et puis bon, après, de toute façon, j'ai toujours été comme ça. Je n'avais pas à m'échapper. Voilà, j'assume et je prends les responsabilités et je prends les coups. Et puis voilà. Ben d'abord, qu'ils prennent un plaisir énorme. Voilà, ça peut être que de la pression positive. Il va se préparer, il fait le plus beau métier du monde, il vit de sa passion et en plus là il va représenter son pays dans la plus belle compétition. Bon, il y a les Jeux Olympiques, il y a la Coupe du Monde de foot, mais dans notre sport il n'y a pas mieux que cette Coupe du Monde. Voilà, alors qu'ils prennent un plaisir fou, qu'ils emmagasinent de la confiance, qu'ils regardent tout ce qui se passe parce que voilà, c'est une compétition fantastique, c'est des moments magnifiques. Tu crois toujours que tu vas pouvoir revivre des moments comme cela, et puis des fois tu les revis jamais. Donc voilà. Et puis qu'ils se disent que voilà, qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'amoureux. Tous les Français sont derrière eux. Alors bien sûr, s'ils passent à travers, il y aura des critiques, mais parce que c'est la vie, et puis c'est la vie d'un sport professionnel. Mais voilà. Qui l'osent, qui prennent des initiatives, qui nous fassent vibrer et qui prennent un pied pas possible. Il était différent, il était dangereux parce qu'il y avait des bagarres, parce qu'il n'y avait pas d'arbitrage vidéo, parce qu'il y avait des mauvais coups, parce qu'il y avait des plaquages cathédrales, parce qu'à l'époque les KO, tu sortais pas parce que sinon les gens pensaient que tu t'échappais. Donc voilà. Donc là maintenant, je pense que la sécurité du joueur est primordiale. Les joueurs sont bien préparés, sont bien entourés physiquement, médicalement. Ils ont des préparateurs physiques, ils s'entraînent pour faire des matchs de ce niveau-là. Alors bien sûr, ils vont plus vite, le rugby a évolué, il y a plus de plaquage, il y a plus d'intensité. Mais c'est un spectacle aussi qui est magnifique. Donc de toute façon, on reste un sport avec des impacts, donc il y aura toujours à un moment donné des coups, des blessures, parce que ça fait partie, c'est la nature même, l'essence même de notre sport. Ou sinon, il faut jouer à toucher, parce que tu peux prendre du plaisir en jouant au rugby, mais en faisant du toucher, du tag. Mais à partir du moment où tu fais un rugby d'un 15 contre 15, automatiquement, mais j'ai envie de dire que même si hélas, il y a eu des drames, et c'est terrible de mourir pour ta passion, et je suis le premier peiné. Mais après, voilà, on est un sport qui est magnifique, on est un sport qui est exceptionnel, on est un sport qui te développe en tant qu'homme, en tant que fille aussi, dans un sport collectif où il faut donner pour recevoir, où on a quand même des valeurs de solidarité, de travail, de don de soi, d'exigence, qui sont des valeurs j'ai envie de dire, qui sont impactées à toi à vie et qui te servent après dans ta vie de père, de mère, dans ta vie professionnelle, sur les valeurs de respect d'arbitre, respect de ton entraîneur, respect des joueurs qui jouent avec toi. Donc, bien sûr qu'il y a des coups, bien sûr qu'il y a des fois des mauvaises blessures, bien sûr qu'on fait des mauvais vieux. Moi j'ai mal de partout, mais bon, sincèrement, si c'était à refaire, je recommencerais exactement la même chose, parce que voilà, on est un sport magnifique, et puis on a des ennemis peut-être, mais on a beaucoup d'amis à vie. Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de jeux, le ballon est plus souvent sur le terrain. Les trois quarts touchent plus de ballons, l'encadrement, la préparation, les règles sont plus claires, les zones de règles sont plus simples. Donc bien sûr, mais bon après, voilà, je ne suis pas un mec jaloux et aigri. Voilà, ils font un sport magnifique, qui est un sport qui est fantastique à voir. C'est des mecs qui sont des vrais athlètes, techniquement aussi, qui sont capables de faire des gestes justes, avec une intensité énorme, avec des mecs qui sont capables de te mettre des tampons. Donc, en plus, le rugby a tellement changé que, bien sûr, il y a des avants, des trois quarts, mais après, il y a 180 rucks.
Il faut juste être bon techniquement et prendre la bonne décision par rapport à ce qui se passe autour de toi. Donc un coup tu vas rucker, un coup tu vas plaquer, un coup tu vas faire la passe, un coup. Donc bien sûr, je trouve que notre rugby a évolué et que c'est un sport qui est magnifique. Alors peut-être que je mettrai moins de remplaçants parce que l'essence même, c'est à un moment donné qu'il y ait des mecs fatigués pour qu'il y ait un peu plus d'espace, alors que là, ça change sans arrêt. Donc le mec, il joue 20 minutes, il est un peu fatigué, il sort, il revient. Ça tue un petit peu, comment ça s'appelle, le fait qu'à un moment donné, il y a un rapide en face d'un lent et que tu l'enrhumes. Mais sinon, quand tu vois des matchs de très haut niveau, et là, tu prends un plaisir fou en tant qu'amoureux de ce sport. Bon, en tant que joueur, pas grand-chose, hein, à part gagner l'Afrique du Sud en demi-finale de la Coupe du Monde pour faire une finale contre les Blacks. Après, en tant qu'entraîneur, bien sûr, surtout sélectionneur, je ne me battrai pas entre la Ligue et la Fédé pour avoir un peu plus de temps, un peu plus de... C'est en train de se mettre en place. Bon, on a perdu une dizaine d'années, j'ai envie de dire que voilà, l'équipe de France, c'est la vitrine du rugby français, mais quand le magasin était vide, quand nos jeunes joueurs français ne jouaient pas, c'était difficile d'avoir une belle vitrine quand le magasin était vide. J'ai envie de dire que la bonne chose maintenant dans le rugby français, c'est qu'avec les GIFs, nos jeunes joueurs jouent en club, on s'aperçoit qu'ils sont très bons, et on a de plus en plus de joueurs français tous les week-ends sur les matchs de top 14, et ça peut être qu'une très bonne chose pour l'équipe de France et pour le rugby français dans les prochaines années. Donc j'ai envie de dire que je suis assez optimiste sur l'équipe de France et sur le rugby français sur les prochaines années, parce que voilà, on a des jeunes de talent et on leur donne du temps de jeu et ils jouent et ils montrent et ils démontrent qu'ils sont aussi bons, si ce n'est pas meilleur, que beaucoup d'étrangers et de joueurs moyens qu'on a pris pendant 10-15 ans. Et puis après, voilà, si j'étais sélectionneur, j'aurais envie de revenir peut-être à 2-3 jours du match contre l'Irlande à Cardiff, et peut-être de faire des choses un petit peu différentes pour que non seulement le match de l'Irlande, mais le quart de finale aussi soit différent. Mais bon, on ne peut pas refaire le monde, donc voilà. Je suis heureux de voir des matchs et je prends toujours autant de plaisir à regarder un match de rugby. Mais non, si on n'est pas champion du monde, c'est pas de la malchance, hein, c'est que il y a des choses qui ont manqué. Alors j'ai envie de dire que l'équipe de France qui a jamais été aussi près d'être championne du monde, c'est celle de Marc Lévremont, parce que sur la finale, si tu domines les All Blacks, j'ai envie de dire que ce qui est étonnant, c'est la seule équipe de France qui n'avait jamais été aussi près de ne pas sortir des poules, parce que tu perds contre les Blacks et contre les Tonga, tu perds 2 matchs en poule, et par contre, elle n'a jamais été aussi proche d'être championne du monde. Après nous, en 95, je pense qu'on avait le potentiel pour l'être, parce qu'en plus, après cette défaite contre l'Afrique du Sud, on a les ressources de gagner la 3e passe contre l'Angleterre, mais on finit 3e. Et après, oui, voilà, pour être champion du monde, il faut que l'équipe de France soit la priorité du rugby français. Actuellement, même s'il y a des évolutions, des améliorations, quand tu fais une finale du championnat de top 14 le 15 juin, tu ne peux pas dire que le rugby français, la priorité c'est l'équipe de France, parce que déjà tu mets des bâtons dans les roues à l'équipe de France pour se préparer. Tu perds déjà 3 à 4 semaines de préparation par rapport aux autres nations du rugby mondial pour être compétitif pour la Coupe du Monde au Japon. 2019, de toute façon après rien n'est perdu, hein. Après, ce que j'ai envie de dire, voilà, c'est qu'on donne les moyens aux joueurs, au staff pour 2023, parce qu'on a la chance énorme d'avoir une Coupe du Monde en France, on a la chance de retrouver des licenciés, de retrouver des jeunes qui viennent dans les écoles de rugby. Bon, on a la chance énorme que le rugby féminin explose et qui est magnifique, et on a de plus en plus de filles qui viennent dans notre sport, mais on a besoin de reconquérir des territoires dans les écoles, dans les universités. On a besoin d'avoir des enfants dans nos écoles de rugby. Et pour cela, on a besoin d'une bonne vitrine. Donc j'ai envie de dire, voilà, j'espère qu'on va donner tous les moyens pour qu'enfin
on est plus 10-15 ans de retard par rapport aux autres nations pour préparer notre équipe nationale pour les tournois destination et surtout pour la Coupe du Monde en 2023 en France. Non, pourquoi pas. Les clubs ont des étrangers. Dans certains clubs, ça parle anglais et c'est les joueurs qui doivent parler, qui doivent se mettre au cours d'anglais pour comprendre leur entraîneur. Donc on le fait dans beaucoup de clubs français. Donc de la compétence ou un sélectionneur ou des adjoints. Là, sur la prochaine Coupe du Monde, il y aura Sean Edwards, qui est peut-être le meilleur entraîneur de la défense, qui sera dans le staff de l'équipe de France. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va amener de la plus-value aux joueurs, à l'équipe de France, au staff qui sera mis en place. Donc non. Après, on a aussi quand même de très bons entraîneurs et de très bons spécialistes dans le rugby français aussi. Donc on peut aller chercher à l'étranger ce qui nous manque, mais on a aussi, j'ai envie de dire, des personnes très compétentes en France et dans le rugby français. Déjà, un étranger, il demanderait 3 mois d'intersaison. Il demanderait sûrement d'avoir les joueurs de l'équipe de France 6 à 7 semaines en préparation à Marcoussis et d'avoir une limitation de matchs. Alors, il y a eu une amélioration, il y a eu une évolution, mais bon, là, la finale est le 15 juin. On a les 2 meilleures équipes françaises qui ont dominé et ça, c'est super. Clermont, le Stade Toulousain, mais c'est aussi les 2 équipes qui ont le plus de joueurs dans le groupe France. Et les mecs, ils sont sur le grill depuis j'ai envie de dire, début août. Et on ne se rend pas compte, mais le rugby, voilà, on dit qu'on est un sport aussi d'évitement, mais on est un sport où il y a de moins en moins d'espace, donc il faut aussi se rentrer dans l'art. Et donc quand tu fais 10 mois de saison, et ben, ton corps est fatigué, tu es fatigué aussi mentalement, physiquement, et que pour faire une Coupe du Monde, il va falloir qu'ils se régénèrent, il va falloir aussi qu'ils se préparent, il va falloir qu'ils aient une vraie période de préparation, et la préparation sera plus courte que les autres pays. Donc ça, on revient toujours au même problème, et ça fait pas mal d'années, hélas, qu'on répète la même chose. J'espère que voilà, qu'on aura l'intelligence, que voilà, je sais qu'il y a déjà des discussions maintenant entre la Ligue et la Fédération, il y a eu des accords. Et déjà, voilà, l'effet des gifs des joueurs issus de la formation française avec un nombre sur les feuilles de match, c'est très bien et c'est exceptionnel pour notre rugby français. On le fait 10 ans après les Anglais, mais on va dire qu'on l'a enfin mis en place, et ça, c'est très bien, c'est très bon, et déjà on peut sentir des choses positives dans notre rugby, et surtout que nos jeunes jouent, que nos clubs recrutent des Français, qu'on a mis, on met des structures dans la formation, on met de la compétence dans la formation, que les clubs se structurent, et ça, j'ai envie de dire que c'est de bon augure pour la suite et pour le futur. Ben moi, voilà, j'ai la chance d'être avec RMC, de la partie de la Dream Team sur RMC BFM. Je commente le championnat du rugby anglais, je fais beaucoup d'émissions rugby et multisport sur RMC. Donc ça, c'est une des parties de mon activité. Puis après, j'ai une académie, PS Academy, sur la formation, sur les jeunes de 9 à 17 ans, en Irlande, en Angleterre, en France aussi, dans les dom-toms, où voilà, on essaye aussi de former des jeunes joueurs pour qu'ils aillent après dans des clubs de haut niveau, dans des centres de formation, et puis surtout voilà, qui prennent du plaisir. Et j'ai envie je dis toujours que voilà, si tu es d'abord un mec bien, tu seras en plus un meilleur joueur de rugby. Donc on essaye aussi que le mec soit bien sur le terrain, mais aussi en dehors.